se sentir vulnérable à La Réunion car on est entouré de la mer, il y a des volcans, des tsunamis à cause du réchauffement climatique. Et il y a des requins aussi. On a aussi les mouvements sismiques qui rajoutent des complications pour, par exemple, les évacuations. Quand il y a des fortes pluies, les maisons sont inondées, les gens ont beaucoup plus peur. Le corail est attaqué et diminué par le fait que l'eau elle est plus salée. On regarde l'état des plages, comment il est, la mer, il monte à fur et à mesure, il risque d'avoir une grosse catastrophe. Il n'y a plus de saison. Hein. Les flamboyants n'ont toujours pas fleuri, alors qu'on est en décembre. Avec cette histoire de brune de sable, moi je n'ai pas connu ça quand j'étais gamine ici. Les cyclones sont de plus en plus forts, donc je crois qu'il y a matière à réfléchir sur les nouvelles constructions. Nous avons besoin de cette île pour nos enfants et c'est cette génération-là qui peut faire le nécessaire pour que ça aille mieux. Alors bonjour à tous. Face au bouleversement climatique, comment pouvons-nous réagir et avons-nous encore le temps? La nature nous enverrait-elle un message et lequel? Face à la montée des eaux, nos îles d'outre-mer sont-elles particulièrement menacées? Nous sommes là ce matin pour prendre conscience qu'il n'est pas trop tard mais qu'il est urgent d'agir. Et pour savoir comment, je reçois Ferdi Louisi et Alexandre Magnon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Ferdi Louisi, vous êtes maire de Goyave, en Guadeloupe, depuis 2008, une commune de 8000 habitants. Vous êtes également vice-président de l'Agence française pour la biodiversité, qui avait été montée en 2015 par Ségolène Royal, ministre de l'écologie, et vous êtes au conseil d'administration du Parc national de Guadeloupe. Alexandre Magnon, vous êtes chercheur à l'IDRI, qui est l'Institut de développement durable et des relations internationales, et membre du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et vous êtes spécialiste des questions de vulnérabilité et d'adaptation aux changements environnementaux. D'ailleurs, je recommande à tous nos téléspectateurs de lire ce que vous avez coécrit, cet essai captivant, il y a 5 ans déjà, ces îles qui pourraient disparaître. Pourraient. Avant toute chose, qu'est-ce qu'on appelle la vulnérabilité des îles? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot vulnérabilité? C'est globalement la fragilité d'un système qui est composé à la fois de composantes environnementales, les plages, les dunes, les mangroves, les récifs coralliens, etc., et de composantes humaines, les villes, les bâtiments, les routes, les infrastructures. Et l'assemblage de ces deux choses-là, ça fait un territoire. Et la vulnérabilité, c'est la fragilité de ce territoire, donc de cet assemblage-là, face à des événements climatiques extrêmes ou en tout cas liés à la mer, par exemple. Est-ce qu'en Outre-mer, puisque tous nos territoires, hormis la Guyane, sont des îles, donc entourées d'eau, est-ce qu'il y a une vulnérabilité plus importante qu'ailleurs ? Oui, tout à fait. Il y a une vulnérabilité plus importante, d'une part parce que les îles sont par définition entourées d'océans. Donc sur l'ensemble de leur façade, elles ont une interaction avec l'océan qui, lui, peut se traduire en termes de vagues cycloniques, par exemple. Donc il y a cette condition physique-là. Et puis, la plupart de nos outre-mer sont dans la zone intertropicale, qui est la plus active en termes de cyclones, houles dans l'océan, etc. Et en plus, du fait que ce soit des territoires dans la zone intertropicale, ils ont une relation très très forte, encore plus dans les atolls par exemple, avec le monde du récif corallien, qui lui est extrêmement sensible à toutes les modifications environnementales. Qu'est-ce qu'il faudrait traiter en priorité? C'est une bonne question. Tout on a une priorité mondiale qui est quand même la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète pour réduire le problème du changement climatique. Et à une autre extrémité, en termes d'échelle spatiale, on a les préoccupations locales. Et là, on a des acteurs du local qui, eux, doivent prendre des décisions parfois difficiles. Il y a des priorités du global au local. Aujourd'hui, si on croit les scientifiques, il y a des raisons de les croire quand même, on n'est plus dans une position attentiste. Il faut vraiment que l'action du global au local se mette en place très très rapidement. Alors le local, justement, vous, Monsieur Louisi, en tant que maire, vous êtes le premier concerné par les attentes des populations que vous serez amené peut-être un jour à déplacer si ça devait être nécessaire.
Les émissions de gaz à effet de serre, on ne peut pas dire que la Guadeloupe en soit la première responsable. Non. Donc, qu'est-ce que vous faites dans votre commune? Je dis juste qu'en fait, il y a 8000 habitants à Goyave, il y a 2/3 de votre commune occupée par des espaces naturels agricoles, 1/3 par l'urbanisation. C'est une commune qui a 2 rivières et qui est en bord de mer, qui a déjà, la mer grignote déjà la bande de sable côtière. Ouais. Vous faites quoi? En fait, on doit gérer à la fois ce que je pourrais appeler de véritables drames humains, notamment par rapport à cette problématique des constructions sur le littoral. Et je l'explique souvent quand je suis confronté à une mamie de 90 ans qui a vécu 70 ans là et à qui je dois dire maintenant il faut qu'elle quitte le littoral, que je puisse la loger dans du collectif où elle avait sa maison, elle a vécu 10 enfants, 7 chambres, et que maintenant qu'elle est seule, veuve, qu'on doit la mettre dans un appartement du collectif avec une chambre. Ce sont ce qu'on appelle des drames humains. Et donc on doit gérer cela, c'est très très difficile. On doit aussi résister à d'autres pressions, puisqu'on sait que la Riviera, c'est quelque chose qui attire beaucoup, à la fois sur un plan de la qualité du logement, puisqu'on se dit avec vue sur mer, c'est la meilleure des choses. Sur un plan touristique aussi, ça donne de la valorisation au foncier. Donc on doit gérer tout cela, mais faire preuve particulièrement de courage. Et depuis que je suis élu maire en 2008, je me dis tout le temps, si je dois aller jusqu'au bout de ce qu'il faudrait faire en matière environnementale, je ne ferai pas plus de 2 mandats. Bon, ça fait 10 ans là, donc ça va. Je suis sur mon 2e mandat. Ça va parce que je fais une approche pédagogique intense. Donc en même temps que je conduis des politiques publiques, en fait je suis un diplomate. Un maire, dans sa gestion quotidienne, c'est l'ONU, c'est la diplomatie, c'est de la pédagogie, c'est de l'éducation et aussi c'est de la psychologie. Donc on épouse toutes ces casquettes et c'est pour vous dire que lorsqu'on a des priorités liées à l'économie, lorsqu'on a des priorités liées au social, le chômage, les difficultés de la vie quotidienne, et puis lorsqu'on a aussi les contraintes fixées par l'État, on se retrouve entre le marteau et l'enclume. C'est nous qui prenons de la population qui nous dit « mais oui, mais faites-nous une mesure de tolérance, faites une dérogation ». Et c'est nous qui prenons de l'État lorsqu'on cherche à mettre de la tolérance pour tenir compte du cadre de vie, pour tenir compte des usages, des coutumes. Donc ce que vous dites, c'est que si vous êtes seul à prendre ces décisions, ça ne marchera pas. Si vous êtes plusieurs maires de communes en bord de mer à prendre des décisions en résistant à plusieurs oppressions immobilières, de promoteurs et d'éducation des populations pour imaginer un habitat différent, ça marchera. Je pense qu'on sera mieux compris d'un point de vue global de la population et l'action que nous menons d'une manière globale pour permettre de préserver l'environnement, ce sera beaucoup plus efficace. Donc là, ça veut dire quoi concrètement? Que pour protéger les populations de cette inexorable montée des eaux, qui ne sera pas là dans 2 ans, mais peut-être dans 50 ou dans 100 ans. Il faut une universalité des actions. Il faut que ce soit alors universel. Comment le maire de Goyave, un département français aussi beau soit-il et petit, va s'associer avec, je ne sais pas, le maire d'une commune américaine ou, on crée des réseaux. Ou indonésienne. C'est fort possible. On travaille sur des réseaux. Par exemple, à l'association des écomères, nous faisons un travail d'abord sur le territoire hexagonal, en France hexagonale. On a fait la même démarche sur l'outre-mer et puis nous développons des réseaux sur l'Afrique, qui est une préoccupation forte, et sur d'autres territoires comme en Amérique du Sud. Et je le dis souvent, il n'y a pas de frontières écologiques. Et quel que soit le niveau où on aura une pollution, que ce soit à Pointe-à-Pitre, à Papeete ou à Saint-Denis ou encore à Singapour, avec les effets liés à... Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de mur, ça viendra nous impacter. On l'a vu, et ma commune est victime du phénomène de sargasse, avec des conséquences sur le plan écologique, sur le plan de la santé, et sur le plan... Ce sont des algues brunes qui viennent d'Amazonie, qui remontent vers l'Afrique, qui se chargent en bruine de sable et qui reviennent perturber nos écosystèmes, nos activités économiques, sociales et humaines d'une manière générale en Guadeloupe. Donc c'est pour vous dire que ce ne sont pas forcément les populations locales qui provoquent les pollutions. Ça peut venir de partout, elles en sont victimes. Et encore plus lorsqu'on est sous des territoires aussi exigus, comme les îles.
et qui sont les plus vulnérables au niveau de la planète. Donc en fait, ce que vous dites tous les deux d'un point de vue politique ou d'un point de vue scientifique, c'est que le petit bout de la lorgnette, ça ne marchera pas. Ce sera nécessairement une prise en charge des problèmes globaux et une association de différentes volontés. Si ça pouvait se passer comme ça, ce serait très bien. Après, en fait, il faut des étincelles qui arrivent un peu de partout, aussi d'un habitant qui déciderait de lui-même de reculer un petit peu sa maison. Il faut qu'il y ait des étincelles qui viennent de partout. Il n'y a que comme ça qu'à un moment donné, ça va générer un feu suffisamment grand pour... je ne peux pas aller au bout de la métaphore, mais vous voyez bien Oui, l'idée. alors un scientifique qui attend des étincelles, c'est quand même... Non, mais ça veut simplement dire que ce n'est pas que la responsabilité des nations, ce n'est pas que la responsabilité des Nations Unies, ce n'est pas que la responsabilité des acteurs locaux, ce n'est pas que la responsabilité des acteurs privés, alors que ce soit des petits groupes ou des PME. Donc on a tous quelque chose à faire dans cette aventure-là, jusqu'aux habitants qui, à minima, doivent comprendre pourquoi un maire ou un État va imposer des choses de type recul des maisons. C'est un acte difficile pour les habitants, mais ils doivent comprendre que c'est un acte bénéfique pour le futur et pour le futur de leurs enfants. Et c'est toujours difficile d'accepter une contrainte quand on n'en voit pas le bénéfice nous-mêmes. Alors on va reparler quand même des actions qui sont menées en attendant, enfin peut-être des actions un peu pansement qui sont peut-être parfois envisagées, qui sont nécessaires ou pas. Je vous propose de voir justement ces actions menées dans nos territoires d'outre-mer pour lutter contre cette vulnérabilité de nos îles. En première ligne face au réchauffement climatique, les îles du Pacifique. La montée du niveau de l'océan menace encore plus ces îles basses et tout le récif corallien. À Futuna, depuis 2014, l'État finance un plan d'aménagement avec des travaux d'enrochement. Un principe simple, protéger les côtes par une muraille de pierre. Ce plan-là définit les zones prioritaires, c'est-à-dire protéger les zones habitées et les installations publiques. Pourtant, il y a des moyens plus naturels d'y arriver. Les mangroves, comme celle de Mataoutou à Futuna ou ici à Mayotte, dans l'océan Indien. Elles protègent les habitants de la houle et de la montée des eaux. L'île en possède 730 hectares. Mais les racines des palétuviers souffrent de plus en plus de la pollution humaine. Il y a pas mal d'arbres de la mangrove qui sont morts. Et la mangrove ne fait plus ce rôle de barrière contre l'érosion marine. Et vous voyez le résultat, c'est-à-dire qu'on est obligé maintenant de renforcer la route pour que la route ne soit pas abîmée par l'érosion marine. À Sainte-Anne, en Guadeloupe, le paysage du littoral ne cesse de changer. Normalement, là où avec Picocola, c'est toute la cité sable. Et en tout cas, Maria va faire nous bien. Chaque fois qu'il y a un roule ou un cyclone, petit à petit, nous que pète plage et nous pas loin pète. En Guadeloupe ou en Martinique, aux prêcheurs, les problématiques sont les mêmes. La mer, je l'ai connue il y a une dizaine d'années à une vingtaine de mètres. Là, aujourd'hui, je l'ai à la porte de ma maison. La mer nous a pris notre première maison. On est remonté à 30 mètres de la rue actuelle, qui a été emportée une deuxième fois. Ben nous, avec les yeux d'enfants, on ne voyait pas ça comme ça. On voyait la mer prendre les maisons, mais c'est après, quand on s'est rendu compte que c'était quand même un pan de sa vie qui partait, et là, ça devient dramatique. Mais les digues, toujours en construction aux prêcheurs, sauront-elles protéger ses habitants? Alors, est-ce que ces actions très concrètes d'enrochement, de mangroves, de digues, est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il faut le faire ou est-ce que c'est peine perdue? En fait, moi, je dis qu'on est en train d'artificialiser davantage ce qui ne doit pas l'être. Et moi, je suis plutôt adepte à ce qu'on puisse faire de la reconstitution, donc reconquérir la biodiversité, partir sur une reconquête. Et il y a un grand projet en Guadeloupe de port, du port autonome, le grand port maritime de la Guadeloupe, qui envisage de nous donner des compensations sur des récifs artificiels, comme ça se voit dans les calanques à Marseille, au port de Marseille. Je préfère qu'on replante des récifs coralliens, qu'on redonne vie à la nature. Et ma politique, au niveau de ma commune à Goyave, c'est de protéger la mangrove.
Je résiste à cela, je résiste à des promoteurs qui voudraient voir à travers la baie de Goyave une possibilité d'avoir une grande marina, etc. Mais moi, ma priorité, c'est d'abord la mangrove. Alors, est-ce que la mangrove, elle joue ce rôle de barrière naturelle? On va prendre cet exemple. Est-ce que c'est aujourd'hui suffisant? Si la mangrove a une largeur suffisante entre l'océan et ce qu'on appelle les enjeux, les habitations, les routes, etc., oui, la mangrove, vous l'avez vu sur les images, c'est un tissu de racines qui piège le sable et qui, du coup, font vraiment une espèce de mini-dune. Ouais. C'est vraiment une barrière très efficace. Et quand on se projette dans le futur, on se rend compte que c'est une barrière très efficace et aussi très résistante à l'élévation du niveau de la mer, à l'acidification des océans et au réchauffement des océans. Donc potentiellement, où elle existe, parce que les mangroves n'existent pas partout, on ne peut pas en planter comme ça, mais où elles existent, leur préservation, c'est extrêmement important. Et finalement, ce sont des outils pour l'adaptation. Et pour les protéger, en fait, ce n'est pas du tout des politiques fléchées risque climatique, mais c'est des politiques fléchées développement, parce que le problème des mangroves aujourd'hui, c'est le défrichement par les hommes. Alors, est-ce que ça ne se plante pas partout? Est-ce que, par exemple, Saint-Martin, qui a été absolument ravagé par le cyclone Irma, les habitants de Sandy Ground, donc qui vivent en bordure, cette espèce de bordure de plage, qui construisent des digues, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'ils puissent planter aujourd'hui, en 2018, une mangrove qui pourrait pousser pendant... ou est-ce complètement naïf de l'imaginer? Si naturellement, il n'y en a pas, alors qu'il y a d'autres endroits à Saint-Martin où il y a de la mangrove, donc potentiellement les graines peuvent arriver jusqu'à Sandy Ground. S'il n'y en a pas, c'est aussi qu'il y a des raisons de substrat sableux, etc. Si vous voulez, il y a plein de solutions qui sont très bien, mais toutes ne sont pas très bien dans toutes les situations. Les digues, par exemple, c'est bien quand les enjeux ne sont pas déplaçables. Quand on a une ville, par exemple, on ne va pas planter de la mangrove le temps qu'elle pousse vraiment. Peut-être qu'une digue, c'est plus efficace. Mais une digue, le problème, c'est que ça coûte cher sur très longtemps, sur peut-être 10, 20 mandats de maire. Et on est incapable de penser ce temps long. Donc, il y a un panel de solutions, ça c'est vrai. Aujourd'hui, on en a plein qui vont de l'ouvrage lourd type digue à des solutions fondées sur la nature, type replantation de mangroves, à d'autres solutions qui relèvent, on en parlait tout à l'heure, du retrait stratégique, du repli par rapport à la côte. Il y a une diversité d'options, mais chacune, d'abord, ne peut pas agir toute seule. Donc, il faut penser en termes de combinaison d'options, ce qui devient déjà un petit peu plus complexe, et des combinaisons d'options qui soient très spécifiques au lieu dans lequel on est. Encore une fois, une mangrove ici, c'est utile. Oui, donc les solutions pour la Guadeloupe ne seront pas les mêmes que celles pour le Pacifique ou pour la Réunion. Non, mais ça n'empêche pas le partage d'expériences ici et là. Et je crois que c'est une des chances qu'amène le changement climatique, c'est cette obligation finalement à aller voir ailleurs comment ça se passe, puiser des idées. Et ce partage d'expériences, je pense... Des îles flottantes, par exemple, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est... encore de l'ordre fantasque, expérimental. C'est une idée hollandaise, il me semble-t-il. Pour l'instant, c'est sur papier. C'est peut-être une alternative pour le futur, mais... Moi, je préfère la Terre. Oui, non, mais par exemple, imaginez le coût d'une seule île. Mais pour les îles basses du Pacifique, ce serait peut-être une solution, en tout cas plus adaptable que pour une île comme la Guadeloupe. Alors peut-être. Mais encore une fois, il faut prendre les choses avec recul. Quand on étudie les îles du Pacifique, les atolls, on a vu une image tout à l'heure, on se rend compte que sur les dernières décennies, on a tendance à se dire la mer monte, ces îles sont basses, elles vont disparaître. Sur les dernières décennies jusqu'au dernier siècle, quand on étudie celles du Pacifique, on se rend compte que 75% de ces îles sont restées stables en surface, que peut-être 14-15% ont augmenté en surface et qu'une minorité a réduit de surface. Donc ça veut dire que les écosystèmes ont une capacité naturelle d'ajustement, et les mangroves ailleurs sont des exemples, et qu'il faut parier sur cette capacité naturelle d'ajustement avant éventuellement d'imaginer des solutions très futuristes qu'il faut peut-être penser dès maintenant. Mais pas tout de suite.
En tout cas, Vous, les capacités naturelles d'ajustement dont parle M. Magnan, pour votre commune, ça va être lutter pour que la mangrove subsiste coûte que coûte? Oui, lutter. Et puis, dans notre politique d'aménagement, l'outil que nous avons, c'est un plan local d'urbanisme qui vise à la fois la partie terrestre et la bande côtière. Ben, on adapte les situations. Vous l'avez bien précisé tout à l'heure. Là où il faudrait de la mangrove, ben, déjà, on protège. Donc la politique qui a été conduite par mes prédécesseurs et par moi-même depuis des années, c'est de protéger l'existant, de restaurer là où on constate qu'il commence à y avoir de l'érosion. Et ensuite, là où c'est devenu irréversible, c'est de trouver des outils modernes. Moi, je dis que quand on regarde la situation, ça nous coûte beaucoup plus cher de réparer avec des moyens artificiels que de définir très tôt une politique et de s'accrocher à cette politique, de faire preuve de courage dans l'action politique pour aller jusqu'au bout. Donc voilà comment nous, au niveau de la municipalité de Goyave, nous avons défini notre politique. On fait du développement durable, on est conscient des réalités. Il y a des phénomènes qui viennent perturber notre stratégie d'ensemble, comme les pollutions, la chlordécone, les sargasses, Maria. Maria a eu des effets dévastateurs. Puis il y a des problèmes d'eau, d'inondation avec les rivières. Vous le voyez maintenant à La Réunion avec le passage de ce cyclone. Maria a eu des conséquences. Mais je regarde quelque chose, la baie de ma commune, qui est entourée de mangroves, a bien résisté. Et donc ça veut dire quelque chose, qu'il faut peut-être écouter le message de la nature. La nature et les scientifiques, parce que là, on parle de vies humaines. Alors, on parlait des atolls. Je voudrais qu'on aille maintenant quand même sur l'archipel des Tuamotu, sur le petit atoll de Makemo, où nous attend son maire. Bonjour Félix, merci beaucoup d'être avec nous pour parler de cette grande et fondamentale question de la vulnérabilité des îles. Alors, l'atoll de Makemo où vous êtes, c'est à un peu plus de 600 km de Tahiti. Vous avez 850 administrés en tant que maire sur cette île longue de 69 km et large de 16 km. Et l'île culmine à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Alors évidemment, la montée des eaux, c'est très très préoccupant pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des solutions concrètes qui sont déjà mises en place à Makemo ? Bonjour Marie, je souhaite remercier votre émission de pouvoir contacter les Tuamotu situés à 22 km de la France. Effectivement, la première 22 000 km 22 000 km de Paris. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est que les atolls comme le nôtre, un atoll c'est une barrière corallienne. Au milieu est située la mer, à l'extérieur l'océan. Donc nous sommes envahis par l'océan autour de nos terres émergées. L'atoll de Makemo, il y a 56 mètres carrés de terre émergée, ce qui pose la vraie problématique sur le changement climatique. La commune et l'atoll de Makemo, l'archipel des Tuamotu de Polynésie française, sont au cœur de ce changement climatique. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce changement climatique? La montée des eaux est la première préoccupation de nos atolls, les îles basses de la Polynésie française. Alors nous avons été confrontés. Justement, qu'est-ce que vous faites face à cette préoccupation principale et majeure? Effectivement, ce qui a été mis en place déjà dans un premier temps, depuis 2008 à 2015, l'État français a mis en place des applis anticycloniques qui permettent aux populations de nos atolls de pouvoir se réfugier dans ces maisons et d'être protégés lorsqu'il y a des montées des eaux, mais surtout lorsqu'il y a également des poussées de vent assez fortes, des cyclones. Donc c'est un moyen qui permet de minimiser les dégâts. Les deuxièmes choses qui sont en train de se réfléchir, et là le maire de Makemo a mis en place cette réflexion auprès des autorités du pays et de l'État, c'est de pouvoir réfléchir très prochainement à la mise en place peut-être de mangroves comme nous le voyons actuellement dans le département de Mayotte. Pourquoi les mangroves? Ça permet de retenir le peu de terre émergée qui nous reste aujourd'hui. Donc ça, c'est une question que je souhaite poser au niveau des chercheurs. Est-ce que les mangroves pourront faire partie de l'environnement polynésien?
Alors on posera effectivement, la question, on va poser la question à Alexandre Magnan, notre spécialiste. Moi j'ai quand même une question, alors face à des solutions qui sont pérennes ou pas nécessairement, on comprend bien votre problématique. Les croyances du peuple polynésien, parce qu'on n'en a pas parlé dans cette émission, très attachés à leur terre, comment vivent-ils l'exil peut-être auquel ils seront un jour forcés ils seront forcément peut-être des réfugiés climatiques, comme on dit. Vous serez obligé de quitter votre île pour aller aux îles hautes, comme les Marquises, par exemple? Oui, en effet, le peuple polynésien est à 100% un peuple très croyant, du catholicisme, des protestants. Donc l'attachement à un peuple polynésien à sa terre est essentiel. Et lorsqu'on voit ce changement climatique avec cette montée des eaux, demander à un Polynésien qui est attaché à sa terre, très croyant, de pouvoir se réfugier dans une autre archipel est un problème, puisque le Polynésien est attaché à sa terre, sa culture, sa langue, et la terre, elle a une importance. Donc c'est pour cela que nous intervenons auprès du pays, de l'État, de faire passer notre message auprès de la COP21, COP22, cette année encore 23. Présidée par les îles Vanuatu, la COP23, pour trouver des solutions afin que le peuple polynésien très croyant ne puisse pas s'exiler. Sinon, ce serait la solution, ce serait un peuple qui s'exilera de son île, déraciné de son atoll. D'accord, alors voilà. En tout cas, c'était important qu'on puisse avoir votre témoignage pour poser un peu toutes ces questions et voir comment on va devoir s'adapter, parce qu'il y a cette nécessité d'adaptation face au bouleversement climatique. Merci beaucoup, en tout cas, Félix, pour votre témoignage. À très bientôt. Oh, merci, madame. Au revoir. On ne répondra pas nécessairement à Félix sur les mangroves, est-ce que ça va pousser sur son atoll. Cette idée de réfugiés climatiques, peut-être, la Guadeloupe n'est pas concernée directement comme ces îles, est-ce que ça ferait partie des solutions envisagées, ou il y a d'autres alternatives avant? Ça fait partie des solutions. Évidemment, parce que personne sur la planète n'est capable vraiment concrètement de vous dire à Makemo en 2075 ce sera vivable ou ce ne sera pas vivable. Il y a la montée des eaux, il y a la raréfaction de l'eau. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte pour expliquer qu'à un moment donné, un atoll est inhabitable. On va mourir de soif. Donc, bien sûr que c'est une stratégie à mettre sur la table, parce qu'elle va demander, on le voit bien, rien qu'à l'échelle d'une grand-mère. Donc imaginez à l'échelle de toute une communauté, ça prend beaucoup de temps, il faut beaucoup discuter, il faut mettre en place où est-ce qu'on va, sous quelles conditions, qu'est-ce qu'on va y faire, etc. Ceci étant dit, pour l'instant, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'est pas dit que la relation montée du niveau de la mer, disparition des atolls soit si évidente que ça. Et dans des environnements encore très naturels, et c'est le cas à Makemo, on peut imaginer aussi d'étudier les îles, de voir lesquelles réagissent le mieux à ces contraintes environnementales. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir une relocalisation en interne, par exemple, au sein de l'atoll, avant une migration à Tahiti, aux Marquises, mais où à Tahiti, c'est des questions très compliquées. Que les exils des populations, ce soit... Et il ne faut surtout pas s'enfermer dans l'idée qu'il faut trouver une solution maintenant, radicale, définitive à ce problème. On a le temps de penser les choses en termes de séquence. On a le temps de penser, mais plus tellement dans cette émission. Malheureusement, ça va être le mot de la fin pour vous, Monsieur Louisi. Est-ce que vous êtes optimiste? Je le reste. Et par rapport à ces problèmes de délocalisation, nous le vivons déjà par rapport au phénomène de trait de côte. La particularité de la Guadeloupe, c'est d'être aussi une île montagneuse. Donc nous sommes des gens en train de réfléchir pour déplacer des populations et qui resteront dans leur environnement culturel, ne feront que changer de quartier, mais on reste toujours dans un environnement culturel. Et donc, je garde espoir, parce que comme on dit en créole, c'est grain diri qui a fait sac diri. C'est chaque geste qui compte, chaque individu qui compte, pour que demain, si nous le faisons tous ensemble, nous puissions préserver ce que Dieu nous a donné, la vie. Eh bien voilà, ce sera un très beau mot pour la fin de cette émission. Merci à vous deux, en tout cas, d'être venus. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question de Dieu m'est témoin.